Alors, au passage, beaucoup plus fréquentes que ce qu'on vient d'évoquer sont les communications interventriculaires, qui font partie des plus fréquentes des malformations cardiaques congénitales et pour lesquelles vous verrez plus tard en pédiatrie, en cardiologie, qu'on insiste sur le fait qu'il y en a deux types. Les communications interventriculaires membraneuses, qui portent sur la partie haute du septum interventriculaire, ici, sous les vaisseaux, sous l'implantation des vaisseaux artériels, pulmonaires et aortiques. Ce n'est pas surprenant si les CIV membraneuses sont hautes sous l'implantation de ces vaisseaux, parce que je vous rappelle ce que j'ai essayé de vous dire la dernière fois à propos des schémas, c'est que la fin du cloisonnement interventriculaire est liée au cloisonnement du tronc artériel. Donc le tissu qui est ici, il est assez voisin du tissu qui a permis d'assurer le cloisonnement aortique, artère pulmonaire. CIV haute membraneuse ici, mais il y a aussi des CIV musculaires plus basses de différents types, hein, qu'on trouve où? Comme leur nom l'indique, dans la partie musculaire du septum interventriculaire. Deux mécanismes différents, deux périodes embryologiques également un peu différentes. Parmi les anomalies, il y en a plein qui sont mineures, qui sont souvent tellement anecdotiques qu'on n'en fait pas le diagnostic de la vie du patient, que c'est, comme on dit, une surprise d'autopsie, si on peut dire. Et parmi celles-ci, sachez que dans le système veineux, il y a énormément de variations, comme par exemple ici, une variation qui, à dire vrai, n'a pas énormément de conséquences hémodynamiques. Mais voici le médiastin d'un enfant qui est décédé d'une mort subite, où on voit donc, enfin le médiastin, on a regardé surtout le médiastin ici et la région cervicale, mais où on a une vue antérieure de la pièce de dissection, les deux poumons de chaque côté, le cœur qu'on voit ici qui est bien constitué, l'aorte et l'artère pulmonaire. Alors l'aorte qui est derrière l'artère pulmonaire qui est là, l'aorte est ici, avec ses branches. L'artère pulmonaire est ici et vient donc s'enrouler, comme on l'a dit, sur le flanc gauche de l'aorte, donne ses branches. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le plan veineux, on a ici une veine cave supérieure droite qui se jette dans l'atrium droit, qu'on ne voit pas, et ce n'est pas parce qu'on l'a sectionné, mais on ne voit pas de tronc veineux brachiocéphalique. Mais par contre, en regardant bien, on voit ici que de l'autre côté, il y a une veine cave supérieure gauche. Ça, c'est une petite malformation dont vous savez, si vous avez compris le peu de choses qu'on a dit sur l'évolution du système veineux, qu'elle correspond simplement ici à un défaut de création de l'anastomose qui se fait physiologiquement entre les systèmes droit et gauche. Et que du coup, comme il n'y a pas d'anastomose et comme le sang de retour veineux de la partie supérieure gauche du corps n'est pas drainé vers la future veine cave supérieure, il y a persistance ici de quelque chose. On appelle ça la persistance de la veine cave supérieure gauche. Ça arrive de temps en temps et c'est relativement anecdotique. Relativement anecdotique aussi, d'une certaine façon, les inversions du situs. Et vous en avez sûrement entendu parler déjà du situs inversus. Alors on peut avoir tous les viscères qui sont en miroir de ce que physiologiquement on doit tous avoir, vous et moi, enfin peut-être. Mais il arrive aussi qu'une partie des viscères, une partie des éléments soit inversée. Et au niveau du cœur, quand seul le cœur est inversé, ça donne ceci, ça donne ce qu'on appelle une dextrocardie. Alors ceci, ça n'est pas une diapositive que j'ai inversée, je vous promets. Elle est bien dans le bon sens. Vous voyez que la pointe du cœur est à droite, vous voyez que l'aorte part de façon inverse de ce qu'on s'attend, que l'artère pulmonaire, elle est également derrière, et vous voyez au passage ici peut-être que dans le réseau veineux, en dehors de cette dextrocardie, il y a une petite anomalie du système veineux, pas de formation de la veine cave supérieure droite, qui est à gauche, puisqu'il y a une inversion. Pas une anomalie de formation du trot veineux brachiocéphalique, qu'on n'appelle plus gauche, mais qu'il faudrait ici appeler gauche, bien qu'il soit lui aussi inversé. Mais vous voyez peut-être par contre ici que l'équivalent du système veineux cardinal de ce côté persiste en haut, ça c'est normal, jusqu'au tronc veineux brachiocéphalique, mais qu'il y a ici aussi une petite persistance de la veine cave supérieure gauche, anormale, sauf qu'elle est à droite, bien sûr. Passage, ça peut devenir inextricable, les malformations congénitales, quand ça devient trop compliqué. Bon. D'où les difficultés qu'ont les cardiologues et les pédiatres à les analyser, analyser dans le détail, dans certains cas, avant leur prise en charge.
Voilà ce qu'il y a à retenir. Au passage aussi, pour que vous ne m'accusiez pas d'avoir eu la perfidie de ne pas vous en parler, il y a une malformation cardiaque congénitale qui est célèbre depuis l'Antiquité, qui s'appelle la cardiaque. Alors, je vous le signale et je vous le montre au passage, il existe effectivement de façon exceptionnellissime des malformations où le défaut de développement du corps est tel qu'il n'y a pas de région thoracique, qu'il n'y a pas de cœur, et au passage, il n'y a pas non plus de cerveau dans cette forme-là, puisqu'il n'y a pas de tête. Celui-là est un acardiaque acéphale. Alors, effectivement, c'est une malformation gravissime. Il y a plein dans l'Antiquité et à la période médiévale, de présentations en situation plus ou moins amusante et farfelue de ces malheureux acardiaques. Au passage aussi, je vous le signale, cette malformation gravissime ne survient que comme un accident vasculaire, ce qu'on appelle une destruction, en cas de grossesse gémellaire. Et donc, si vous connaissez un peu la tératologie et l'embryologie, si on vous parle d'un acardiaque, la première chose à faire, c'est de demander comment va le frère ou la sœur. Parce qu'en effet, souvent la grossesse va à terme et il y a un acardiaque comme ça qui souvent est expulsé avec le placenta, alors qu'il y a un bébé normal qui est sorti avant et qui va bien et qui va faire les délices de la famille pendant les années ou le malheur de la famille, suivant les cas, dans les années qui suivent. Maintenant, on sait par des études anatomiques et certains cas qui ont été, ou des avortements plus précoces, qui sont souvent conservés dans des musées, celui-ci est à Amsterdam, dans un musée de tératologie, qu'il s'agit toujours de grossesse gémellaire. Alors quand l'un est vivant, tant mieux. Malheureusement, des fois, la grossesse est totalement abortée précocement. Ici, c'est une pièce du siècle dernier. Et vous voyez ici que sur le placenta, il y a 2 cordons ombilicaux et 2 fœtus. Celui-là était à peu près normal. Celui-ci est pour le moins perturbé. Le problème n'est pas d'origine génétique. C'est une formule de style, hein, c'est une audace sémantique que je viens de faire. Mais le problème n'est pas constitutionnel et génétique sur celui-ci, le problème est là. Le problème est que dans ces grossesses gémellaires, il s'agit toujours de grossesses gémellaires monocoriales où les 2 circulations fœtales sont très proches l'une de l'autre, où il y a littéralement un télescopage des 2 circulations. Et le télescopage est de telle nature que l'une des circulations prend le pas sur l'autre, définissant un syndrome, qui est celui où il y a des acardiaques, entre autres, qu'on appelle les syndromes TRAP. Syndrome TRAP dont le déterminisme serait lié au fait qu'à partir d'un certain moment, c'est le sang qui circule dans le cordon d'un des 2 conceptus qui va se mettre à circuler à contre-courant dans l'autre circulation, dans la circulation du deuxième, et entraîner des nécroses, des destructions. Cette perturbation hémodynamique va conduire à des destructions de telle ou telle partie du corps. Et en général, la partie du corps qui se détruit, c'est la partie crâniale. Ce qui fait que c'est dans ces conditions-là qu'on décrit des acardiaques. Bon. On l'a signalé au passage, c'est une malformation tout à fait exceptionnelle. Il y a des cas où, au sens strict, l'être humain n'a pas de cœur. Bon. Cours d'aujourd'hui, c'était en fait histologie des secteurs d'échange, microcirculation. Vous savez déjà à peu près tout si vous savez les quelques mots qu'on a dit en première année. Pourquoi? Parce que le message de base, c'est de dire que dans l'appareil circulatoire, la zone qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr au plan fonctionnel celle où il peut y avoir des échanges. Le grand mot qui résume l'importance de l'appareil circulatoire, c'est de dire que c'est un appareil qui, grâce à la circulation sanguine, permet de transporter des substances d'un point à un autre du corps. Ça peut être l'oxygène, ça peut être des hormones, ça peut être des facteurs métaboliques, etc., peu importe. Mais pour transporter des substances d'un point à un autre du corps, il y a une condition obligatoire, c'est que le sang soit capable de se charger de ces substances ou au contraire de les déposer quelque part. Et ça ne peut se faire qu'à des endroits où la paroi vasculaire est, je bêtifie un peu, mais c'est à peu près ça quand même, suffisamment fine pour permettre qu'il y ait un échange entre le sang circulant et les tissus périphériques, dans un sens ou dans l'autre. Ce que j'avais essayé de vous dire en P1 et ce que j'essaye encore de vous dire aujourd'hui, c'est que la partie de l'appareil circulatoire où de tels échanges sont possibles
oblige à définir l'existence de vaisseaux d'échange qui sont ce qu'on appelle les capillaires. La meilleure définition du capillaire, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le détail de structure, etc. C'est de dire le capillaire est un vaisseau au niveau duquel peuvent exister des échanges entre le sang circulant et les tissus périphériques. On confirme. Et on dit là-dessus que dans le corps humain, des capillaires, il y en a 3 types principaux. Continu, fenêtré, sinusoïde. Là, une question. Vous vous souvenez des détails de P1 ? Rire nerveux. Je ne sais pas si ça veut dire oui ou non. Bon. Continu, le plus fréquent, avec un endothélium qui est tout sauf une simple paroi inerte, mais qui a des fonctions précises. Une basale et, dans la structure, endothélium continu basal. Qu'est-ce qui manque sur le schéma ici ? Souvent contenu dans un petit dédoublement de la basale, des cellules fusiformes au cytoplasme éosinophile, qui sont tout sauf contractiles, qu'on appelle les péricytes. Merci. Voilà le capillaire tel qu'il faut le retenir. Les autres sont des variantes, fenêtrées avec des fenêtres plus ou moins pourvues de pores dans les régions où il y a beaucoup d'échanges liquidiens entre le sang et la périphérie, exemple glomérule rénal, sinusoïde avec des discontinuités endothéliales et de la basale dans les endroits où il y a circulation de cellules, exemple les organes hématopoïétiques, le ganglion lymphatique, etc., le foie même. Au passage aussi, des péricytes, on n'en parle pas dans ces 2 derniers exemples pour une raison d'une simplicité totale, c'est qu'il n'y en a pas.